Salut à tous! Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je ne ferai pas de chronique sur les oiseaux descendent-ils vraiment des dinosaures, je ferai ça pour la prochaine. Non, aujourd'hui je vais vous parler du film que j'ai été voir déjà 2 fois depuis sa sortie, histoire d'être vraiment imprégné de la chose. Je veux parler de Jurassic World, évidemment. Cette vidéo va comporter des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'abord d'aller voir le film et ensuite de revenir sur la vidéo. C'est mieux quand même de vous forger un propre avis avant d'écouter celui des autres. On m'a demandé du coup savoir si j'avais bien apprécié le film ou si j'avais pas apprécié du tout. Eh bien disons que mon avis est très partagé sur le sujet. Il y a des hauts, des bas, des positifs, des négatifs, des cations, des anions. Non, je vais trop loin là peut-être. Il y a quand même un peu plus de bas que de haut. Mais pas au point d'être à niveau de Jurassic Park 3, je vous rassure. Tout d'abord, la bande son, elle est tout à fait correcte, même s'il y a beaucoup de reprises, elle est tout simplement géniale. Moi, personnellement, j'ai adoré écouter la musique de ce film, il n'y a pas de problème. Ensuite, la deuxième référence que j'ai adoré, et que j'ai même rigolé dans la salle 2 fois, oui, 2 fois, j'ai rigolé 2 fois une même blague, c'est au tout début, lorsque l'on voit une patte atterrir sur le sol, avec un bruit sourd, donc d'un gros dinosaure, mais en fait non, c'est une patte de pigeon. Et j'ai adoré cette référence parce qu'elle fait référence vraiment au fait que les oiseaux sont des dinosaures. C'est un petit clin d'œil sympathique. Voilà, moi j'ai adoré. Alors le film, physiquement, est très beau, hein, on est à la pointe de la technologie, question effets spéciaux et compagnie. Alors moi, perso, j'ai bien adoré l'aspect visuel. Là-dessus, il n'y avait aucune chose à redire. L'aspect du parc est tout simplement génial, hein, bien qu'un peu trop concentré au même endroit, mais bon, c'est typiquement américain. Le film est également très ancré dans la réalité, hein, puisque longtemps avant sa sortie en cinéma, nous avons pu observer ce site internet, jurassicworld.com, qui nous a vraiment ancré dans la réalité de la chose. Donc tout ça pour évidemment nous faire croire que Jurassic World est réel, vous pouvez quand même acheter vos billets, etc. etc. Bon, c'est du pipeau, mais c'est pas grave. C'est vraiment ancré dans la réalité. Mais on est très loin de la réalité. Alors passons outre le fait que les dinosaures non aviens ont bel et bien disparu et n'existeront plus jamais, à moins d'avoir une machine à remonter le temps, ce qui n'est pas de mal la veille. Non, je parle carrément du reste, hein. On remarquera l'absence d'un de mes chouchous, c'est le brachiosaure, c'est-à-dire la plus grande créature, la plus haute en tout cas, créature qui ait foulé le sol de cette planète, quoi. C'était quand même une des stars de Jurassic Park 1, et là on remarque son absence dans le film, et ça m'a un peu déçu. Ils l'ont remplacé par contre par les apatosaures, hein, par contre leurs dents sont totalement pas correctes vis-à-vis de l'animal, mais bon, c'est quand même une brave bête. L'absence également du dilophosaure, hein, même si on le voit en hologramme, on le voit pas en réel, si j'ai envie de dire. Même si le dilophosaure n'avait pas de collerette ni de venin et qu'il était plus grand dans la vraie vie, le dilophosaure est quand même un des plus dangereux et les plus magnifiques apports de Jurassic Park, et j'ai été déçu de ne pas le voir apparaître ici. J'espère qu'un jour, en tout cas, on le reverra. Les Gallimimus, c'est pareil. Dans Jurassic Park 1, ils étaient, comment dire, assez proches de la réalité d'un point de vue physique. Là, on est un peu plus éloigné. Je passerai outre les caractères, ce n'est pas mon but ici, hein, il y a d'autres sujets plus importants à traiter, mais sachez que les Gallimimus ne ressemblent pas à ça dans la réalité. Si vous voulez une plus proche figure de Gallimimus, c'est le Jurassic Park 1. Donc le mosasaure, que dire sur le sujet? Bien écoutez, j'ai envie de vous dire que la bestiole est carrément trop grande, quoi. Là, on est de l'ordre de 50-60 mètres de long, alors que la bestiole ne dépasse pas les 15 mètres, hein. D'autant plus que l'enclos est vraiment trop petit par rapport à la taille de la bestiole. Alors le fait qu'il chasse seulement les proies en surface de l'eau ou sur les bords de côte, ça là-dessus, j'ai envie de dire, on n'en sait rien, hein. Bon, c'est de la fiction, c'est Jurassic World, on invente un petit peu, c'est normal. Mais il faut savoir qu'au Crétacé, les océans foisonnaient de vie. Donc se contenter seulement de la surface des océans et des bords de côte, je pense que c'est un petit peu léger. D'autant plus que les mosasaures, il avait quand même une bonne tripotée, hein, on retrouve beaucoup dedans, donc non, je pense qu'il devait également chasser en pleine mer et également dans les profondeurs, enfin, ça me paraît logique. Et enfin, à la fin, lorsqu'il arrive à choper l'I-Rex, qui est au bord de sa clôture évidemment, je trouve ça un peu
bizarre. Bon, il y a les orques qui font pareil avec les phoques, mais disons que les orques ne pèsent pas plusieurs dizaines de tonnes. Hein. Le mosasaure, c'est son cas, il pèse au moins plus de 20 tonnes, enfin ça me paraît logique aussi. Donc quand il sort de l'eau, il devrait carrément s'effondrer sous son propre poids. Les ptérosaures. Bon, les ptérosaures, encore les deux erreurs classiques et inadmissibles qu'on peut retrouver dans un film. La première chose, c'est les dents dans le bec du ptéranodon, encore une fois. Non, je vais pas m'énerver, je me suis déjà assez énervé sur Jurassic Park 3 à ce propos. Hein. Je rappelle juste que ptéranodon signifie aile sans dents, c'est-à-dire un bec qui ne possède pas de dents, tout simplement. Ça me paraît logique, mais apparemment les Américains ont du mal à l'imprimer, ce genre de choses. Et encore une fois, on retrouve l'erreur classique aussi avec les ptérosaures, c'est le fait qu'ils emportent des humains en volant. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Vous avez un animal qui est allégé, qui a eu un long processus d'évolution pour pouvoir voler, être le plus léger que possible pour pouvoir voler, et le machin il emporte un humain, c'est pas possible. Pire encore qu'un humain, il y en a un qui essaye d'embarquer un bébé Triceratops. C'est pas possible, là c'est carrément pas possible. Et également je vais revenir sur la mort de la dite nounou des deux gamins. Que je considère comme hyper sadique, quoi. Y a pas à redire. La nana se fait emporter par un ptéranodon, puis ensuite elle se fait lâcher au-dessus du bassin du mosasaure, elle tombe dans la flotte, puis le ptérosaure plonge comme une mouette dans la flotte pour pouvoir la becqueter en la prenant dans le bec, et finalement il la reprend avec ses pattes, et redécolle de la surface de l'eau. Manque de bol, le mosasaure chope les deux au passage et les tue. Mais alors là c'est du sadisme de haut niveau, hein. La nana elle méritait carrément pas qu'on s'acharne sur elle et qu'elle meure de cette façon, enfin elle le méritait carrément pas. Le point suivant, les raptors. Bon, le fait que des raptors soient domptés, personnellement ça ne me choque pas, je l'ai déjà dit. On arrive à dompter la plupart des vertébrés aujourd'hui, donc personnellement ça me choque vraiment pas. Donc là les raptors effectivement sont dressés, hein, il n'y a pas d'autre mot. La relation qui unit les raptors à son dresseur sont très complexes, elles sont basées sur le respect, mais il n'y a pas que du respect. Il y a également de la confiance entre l'un et l'autre, il y a également de la communication, hein. L'un et l'autre communient l'un avec l'autre, ils se font comprendre en tout cas, mais Owen et Barry, hein, incarnés par Omar Sy, n'oublient pas en tout cas que les animaux ont gardé quand même leur instinct de tueur, et je pense que c'est ce qui rapproche encore plus les choses de la réalité. Par contre, ce qui m'a un peu chiffonné dans le film, c'est le fait que dans Jurassic Park 3, on voyait nettement que c'était les femelles alpha et des mâles qui suivaient. C'était l'inverse des lions aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre que ce soit un mâle alpha et des femelles qui suivent ensuite. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est juste une petite gêne comme ça, hein, tranquille. Alors les raptors également, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que leur attitude était un peu plus proche des oiseaux actuels en fait. Voir le raptor hocher de la tête, puis cligner des yeux, puis faire des petits claquements, c'est typique d'un oiseau aujourd'hui. Oui, effectivement, il ne parle pas en faisant blablabla, mais les oiseaux communiquent de cette manière, en faisant des petits jappements, en faisant des petits claquements, et personnellement, moi ça me choque pas. Alors sinon, l'histoire qui est tournée autour des raptors, elle est franchement très bien, malgré le fait qu'ils veulent les utiliser pour faire des armes, j'y reviendrai. Moi je trouve qu'elle est bien tournée, même si le premier changement d'alpha, il est clairement compréhensif. L'Indominus Rex est clairement plus puissant, plus féroce que Owen, donc forcément il prend la place du mâle alpha déjà établi. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'ils se font encercler par les trois raptors à la fin, Blue se retourne à nouveau contre l'I-Rex de cette manière, j'ai pas trop compris. Bon, si on veut après chipoter en omettant le fait que ce soit vraiment des animaux qui soient régis par leur instinct et par un lien social bien établi dans un groupe, on pourrait se dire, voilà, donc Blue s'est rendu compte que Owen était plus sympa, qu'il ne menaçait pas de les tuer s'ils les obéissaient pas, et donc ils se sont rendus compte que l'I-Rex c'était vraiment un gros méchant et qu'il fallait se retourner contre lui, quoi. C'est la seule explication logique que j'ai pu trouver. Hein. Ah, alors en parlant de l'I-Rex. L'I-Rex, donc, est composé de 5 ADN, au moins 4 qu'on nous révèle dans le film, ça y a pas de problème, hein, c'est clairement dit, et un 5e qui est pas clairement dit, mais qui est très sous-entendu. Le premier, c'est l'ADN de T-Rex. C'est l'ADN apparemment de base, selon Claire, voilà, du T-Rex tout simplement parce qu'il est grand et féroce. Le deuxième, c'est l'ADN de Vélociraptor.
Pourquoi? Je ne sais pas. Pour le rendre plus rapide, pour le rendre plus féroce, plus intelligent. Honnêtement, j'en sais rien. Le troisième, c'est de l'ADN de sèche. Parce que la sèche peut changer la couleur de sa peau pour se fondre dans son décor. Comme je l'ai dit dans ma deuxième chronique, c'est totalement débile. Le quatrième, et ça change par rapport aux versions qu'on peut regarder, en VO, apparemment, tout le monde parle de l'ADN de serpent. Moi, je l'ai vu en VF et j'ai entendu de l'ADN de grenouille, qui lui permet d'échapper aux caméras thermiques, aux détecteurs thermiques. L'ADN de grenouille ou l'ADN de serpent lui permettrait d'échapper aux capteurs thermiques. Ce qui est un peu bizarre en soi. Personnellement, j'ai jamais vu un animal baisser volontairement sa température corporelle pour échapper à ce genre de choses. Et en plus de ça, c'est un changement de métabolisme assez conséquent. On passe de sang chaud à sang froid en l'espace de quelques secondes. C'est beaucoup plus progressif que ça, et en plus de ça, l'animal tombe dans une léthargie dont il met du temps à ressortir aussi. Franchement, ce caractère-là est carrément pas crédible. Alors ce qui fait dire que c'est de la grenouille, c'est parce que certaines grenouilles peuvent survivre des mois emprisonnées dans de la glace parce qu'elles ont quelque chose dans les gènes qui leur permettent de survivre à la congélation. Et de l'ADN de serpent parce que dans l'attaque de la gyrosphère, on voit clairement que la mâchoire de l'Indominus Rex se démonte pour pouvoir essayer d'englober complètement la gyrosphère. Ce qui est totalement débile en soi parce que c'est plus compliqué qu'un simple ADN. C'est toute une histoire de mâchoire, de double articulation de la mâchoire, c'est très compliqué. Donc voir ça dans un animal comme un dinosaure, non, je suis désolé, je peux pas admettre ça. Et le dernier ADN donc, qui est très sous-entendu, c'est de l'ADN primate. Mais j'irai plus loin en disant que c'est de l'ADN humain. Tout d'abord, l'Indominus Rex est très intelligent. Il surpasse tous les animaux, et je dirais même qu'il égale l'être humain. Au point de s'enlever son propre implant GPS. Ça, aucun primate, à part l'homme évidemment, ne sait ce que c'est qu'un GPS. Ensuite, c'est la présence de pouces opposables, qui est propre vraiment aux primates. On le voit tout le long du film, et on le voit également lors de son éclosion au tout début du film. Oui, effectivement, l'éclosion au début du film, c'est celui de l'Indominus Rex et de sa sœur, du coup, qu'elle a fini par dévorer plus tard. Et enfin, le caractère qui me fait dire que c'est de l'humain et non pas n'importe quel autre primate, c'est qu'elle tue pour le plaisir. J'attends encore une fois vos avis, vos suggestions par rapport à ça, mais moi personnellement je ne connais aucun animal qui tue pour le plaisir à part l'être humain. Les animaux tuent pour se nourrir, ou pour se défendre, ou pour défendre leur territoire. Bon, la bestiole également en elle-même est increvable quoi. Ils ont voulu tellement pousser l'horreur de la bestiole au maximum que elle a beau se recevoir des décharges électriques, des balles à gros calibre quand même, un coup de bazooka dans les pattes et un coup de queue d'ankylosaure dans la tronche, la machine, elle est toujours pas morte, quoi. Rien qu'avec le coup de massue de l'ankylosaure, ça devrait non seulement le tuer, ou voire au minimum le mettre KO. Et là, c'est pas du tout le cas. Alors, un truc qui m'a exaspéré également, c'est que son enclos est surveillé par le mec le plus incompétent qu'il soit au monde. Claire lui demande de regarder les caméras thermiques, de vérifier les caméras thermiques. Le mec pose son sandwich et il souffle. Et puis il était là il y a 5 minutes. On a fait face dans le film à la plus grosse incohérence qui soit. Voyant que les images thermiques ne montraient plus le dinosaure, et voyant également qu'il avait potentiellement escaladé la palissade, tout le monde se précipite dans l'enclos et il vérifie après la position GPS. Non, vous vérifiez d'abord le GPS et ensuite vous allez dans l'enclos. Voilà, une erreur de débutant énorme quoi. Alors oui, j'aimerais revenir également sur la mort de l'I-Rex. Je dis mort, je devrais mettre des guillemets, pour la simple et bonne raison que quand le mosasaure le chope, certains disent qu'il a les cervicales brisées. Moi j'ai envie de dire, le machin se fait emporter dans l'eau, on voit pas de sang, on voit rien. Ça c'est un peu de la paranoïa Game of Thrones, mais bon, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il n'est pas mort. C'est vrai, dans le labo, on voit clairement un animal amphibie avec des branchies. Ils ont peut-être inclus ce caractère-là aussi dans l'animal. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Alors sinon, le rythme, donc je reviens sur le rythme, qui est également très bon, franchement, on ne s'ennuie pas du début à la fin. Il est bien dosé, il est dosé à la manière Jurassic Park 1. Et c'est ça ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il est bien, mais quelque part c'est du copier-coller avec Jurassic Park 1.
Au début, vous avez ce que j'appelle de l'adrénaline positive. Ça veut dire vous arrivez, c'est beau, c'est merveilleux, vous avez plein de choses à voir, vous avez vraiment des étoiles plein les yeux, vous avez le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais parce que vous êtes content, vous êtes heureux. Et puis après, vous arrivez progressivement dans une adrénaline que je qualifierais de sauvage. Parce que c'est plus votre instinct de survie qui va reprendre le dessus. Vous allez partager avec eux, avec les personnages, la survie. C'est ce qui nous tient en haleine tout le long, c'est le bon dosage d'adrénaline. Alors les similarités entre Jurassic Park 1 et Jurassic World, justement, on croule tellement sous le nombre de similarités qu'on finit par être étouffé, par nous dire c'est... Enfin, moi personnellement, à la fin, j'avais envie de dire mais c'est bon, j'ai compris, on est sur Isla Nublar, c'est super, voilà, ok, c'est bon, arrêtez. Là, effectivement, on est sur Isla Nublar, il y a les Gallimimus qui courent comme exactement dans le 1, vous avez le rythme qui est exactement identique. Ah oui, et puis l'attaque de l'Indominus Rex de la gyrosphère avec les deux gamins à l'intérieur, c'est clairement la scène du T-Rex avec la Jeep et l'ex-Team. Enfin, c'est clairement une scène copier-coller, si j'ose dire. Vous avez l'apparition de Monsieur ADN, vous avez également Owen qui remarque les empreintes en dehors de la gyrosphère, c'est exactement comme Jurassic Park 1, c'est exactement la même chose. Vous avez l'apatosaure qui est câliné lors de sa mort, c'est exactement la même scène avec le Triceratops malade, à mon sens. Vous avez l'hélicoptère militaire qui arrive sur l'île, c'est exactement le même plan que Jurassic Park. Je crois même me souvenir que c'est exactement la même musique. Il manquait plus que le mec qui se fasse bouffer sur les chiottes, et là, ça savez, on avait la totale, quoi. Il faut savoir doser les choses, et là, je pense qu'ils ont laissé le robinet trop ouvert, pour filer la métaphore. Mais effectivement, on aurait pu se contenter seulement de la scène où les deux gamins arrivent dans le hall de l'ancien parc, voyant la banderole, les squelettes sur le sol, les fresques sur le mur, les lunettes de vision nocturne, et la Jeep. Là, franchement, c'était amplement suffisant. En plus, avec Isla Nublar et la statue de John Hammond, moi je pense que c'était largement suffisant. Là, ils ont voulu en faire plus, et moi je trouve que ça a été un peu trop. Alors il y a pas mal d'incohérences également. Alors déjà, moi ce que j'ai pas apprécié, c'est le grand frère, hein, tout simplement, qui... Je sais pas, il doit être shooté à la libido et aux hormones, c'est pas possible. Le mec, il a une copine, et dès qu'il voit une jolie meuf, c'est limite... Wow, 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 tu calmes là, oh, hey, salut. Il faut arrêter les conneries, quoi, c'est bon. C'est un gamin, mais peut-être pas il est peut-être pas non plus sous hormones comme ça, enfin, faut arrêter les conneries. Alors, et aussi, le petit frère, quand ils sont dans le hall en ruine, sort des allumettes alors qu'ils ressortent de l'eau et qu'ils sont dans un milieu humide. Des allumettes, ça ne fonctionne pas dans ce type de milieu, hein, sauf des allumettes peut-être très spéciales, mais je sais pas, ils auraient pu mettre un briquet à la place, ça aurait été carrément mieux. Alors aussi, la plus grosse incohérence que j'ai pu remarquer, ça m'a même fait rire, c'est de voir Claire échapper au T-Rex, déjà à pied, ce qui est déjà un bug en soi, mais en plus qui court en talons. Enfin, je sais pas, vous les femmes qui me regardez, vous savez ce que ça fait de marcher en talons? Imaginez ce que ça fait de courir en talons. Alors ce qui m'énerve au plus haut point dans le film aussi, c'est le fait que... Bah en fait, ils apprennent pas des erreurs qui ont été commises avant, et c'est ce qui rend la chose vraiment énervante. Enfin, ils veulent en faire des armes, mais il faut arrêter. Alors à ceux qui envisagent d'utiliser des animaux ou des innocents pour des fins militaires, pour gagner la guerre ou se battre contre un ennemi potentiel, à ceux-là, je vous réponds, vous êtes méprisables et vous méritez bien votre place en enfer. Alors, à mon sens, il y aura également une suite au film, ça me paraît assez logique en soi. Henry Wu s'échappe avec les projets d'hybrides de dinosaures, donc personnellement, ça ne me choquerait pas qu'il y ait une suite. Et là, on peut envisager deux hypothèses. La première hypothèse serait que ça se passe sur Isla Sorna, ce qui me paraît assez logique puisqu'on n'en entend pas parler, et parce que ça a toujours été Isla Nublar et Isla Sorna, ça a toujours été les deux îles. Et à mon avis, s'ils ont pu restaurer Isla Nublar, ils en ont fait de même pour Isla Sorna. Ça me paraît assez logique en soi. La deuxième hypothèse, c'est que je pense que Omar, Barry et Claire vont clairement tout faire pour essayer de démanteler et d'anéantir les projets d'InGen, quant à savoir créer des armes dinosaures. Moi je pense qu'ils vont vraiment tout faire pour que leur projet échoue. Je ferai une citation d'article paru dans Télémagazine où Colin Trevorrow se cache pas en disant, je cite, « Nous voulons créer quelque chose qui soit moins épisodique, quelque chose qui pourrait devenir une série avec un sentiment d'histoire complète. » Alors une suite en film, peut-être une trilogie,
Apparemment, le réalisateur serait plus partant pour faire une série dérivée de ce film. Et j'espère qu'ils feront pas une série aussi minable que Terra Nova. Voilà donc mon avis pour le film Jurassic World. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou même à la commenter. Je serais ravi de discuter sur certains points avec vous, il n'y a pas de problème, tant que vous donnez des arguments et que vous restez poli, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la 5e chronique. D'ici là, portez-vous bien et salut!